Comment lire et comprendre sa fiche de paye, on vous explique tout dans Tips and Tricks. Parce que même si c'est sympa de recevoir son salaire, c'est quand même important de repérer d'éventuelles erreurs et de s'assurer qu'on a eu la bonne paye. Et si t'as la ref, t'es vraiment un vrai. Et pour vous abonner à la chaîne et ne rien manquer, vous connaissez la musique, il suffit d'un clic sur s'abonner et d'un clic sur la cloche. Allez, moteur, action! La fiche de paye, on sait tous ce que c'est. C'est ce qui signifie qu'on va pouvoir de nouveau se faire bien plaisir. Parce que, si vous êtes comme moi, vous ne voyez que le chiffre en gras tout en bas de la page, écrit à côté de net à payer. Mais attention aux petites lignes parce que, comme sur les boîtes de médicaments ou les contrats d'assurance, ces lignes en taille 4 sont pleines de subtilités, et ce, même depuis 2018 et le passage au bulletin de paye simplifié. On a eu beau passer de 50 à une quinzaine de lignes, ça reste complexe, mais bonne nouvelle, on va vous simplifier tout ça. On peut décomposer la fiche de paye en 4 sections. Les informations qui vous concernent, vous et votre employeur, les composants de votre rémunération, les cotisations et les contributions salariales, et enfin, le bilan. Commençons par les infos qui vous concernent vous et votre employeur. Assez logiquement, on y retrouve l'identité juridique de l'entreprise, donc le numéro SIRET, et ses codes APE pour activité principale exercée et NAF pour nomenclature d'activité française. En gros, c'est le code délivré par l'INSEE qui permet d'identifier la branche d'activité de l'entreprise. Sur le bulletin de paye figurent aussi les coordonnées de l'entreprise et le nom de sa convention collective. Car oui, chaque secteur d'activité a sa propre convention. Par exemple, dans certaines boîtes, vous bénéficiez d'un jour off pour déménager et dans d'autres, va falloir sacrifier un RTT. Passons maintenant aux infos qui vous concernent. Le document doit faire état de votre nom, prénom et doit également préciser votre catégorie d'emploi. Par exemple, cadre, profession intermédiaire, ouvrier, au total, il y en a 8. Il doit aussi faire état de la classification correspondante, le coefficient, et le niveau, ce qui permet de déterminer votre hiérarchie au sein de l'entreprise et votre grille de salaire. Car à chaque niveau correspond un type de tâche. Le niveau de la grille de classification répond surtout à des critères d'années d'expérience, parfois d'âge, d'autonomie et de niveau de responsabilité au sens assez large. Et pour chaque niveau, la convention collective a déterminé une fourchette salariale. Ces informations sont très importantes puisqu'elles régissent votre statut, vos droits et votre salaire. Sur la fiche de paye, il peut aussi y avoir vos coordonnées, votre numéro de sécurité sociale, votre intitulé de poste ainsi que votre date d'arrivée dans l'entreprise, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Passons maintenant aux différents composants de votre rémunération. Commençons par votre salaire brut, oui, moment PLS quand vous le comparez avec votre salaire net, autrement dit le montant de votre rémunération avant toute déduction sociale ou fiscale, et ça porte bien son nom, brut, comme un diamant mais pas encore taillé. Vous trouverez aussi dans cette section les infos qui ont permis de le calculer. Les congés payés, les primes, le 13e mois, le nombre d'heures de travail et donc les heures supplémentaires. Red flag, pensez bien à tout vérifier, ce serait dommage d'être resté au bureau jusqu'à 1h du mat pour finir the presentation et ne pas être payé en conséquence. D'ailleurs, pour les heures de travail, le taux de majoration doit être précisé. Il est de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50% pour les suivantes. Selon votre convention, tout ou une partie du paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. Autre mention obligatoire, la date de paiement. Allez, déjà 2 sections sur 4, plus que 2, j'ai comme l'impression qu'on arrive bientôt au boss de fin, mais le prochain niveau, l'avant-dernier, c'est du lourd. Les cotisations et les contributions salariales, c'est ce qui va tailler votre salaire brut. Il s'agit des prélèvements qui permettent de financer les dispositifs de solidarité dont vous bénéficiez. Elles se divisent en 5 rubriques, santé, accident du travail et maladie professionnelle, retraite, famille et assurance chômage. Selon votre tranche de la sécurité sociale, ces charges peuvent représenter entre 20 et 25% de votre salaire. Last but not least, le bilan, et c'est ici que vous trouverez votre salaire net, c'est-à-dire la somme exacte versée sur votre compte. Mais attention, c'est important de faire la différence entre le salaire net et le salaire net imposable, sinon ce serait trop simple. Depuis 2019, l'État a mis en place le prélèvement à la source, ce qui veut dire que le montant de l'impôt est prélevé chaque mois sur votre fiche de paye. Si vous êtes salarié, l'impôt est donc directement collecté par l'employeur, on taille encore un peu plus le diamant. Le taux de prélèvement est déterminé par le service des impôts une fois que vous avez réalisé votre déclaration de revenus et bien évidemment en fonction de votre situation, il peut changer. En cela, n'hésitez pas à vérifier que le bon taux est appliqué, ça pourrait quand même pas mal changer votre salaire net. Et pour calculer votre taux, ça se passe directement sur le site des impôts, impôts.gouv.fr. Vous savez maintenant tout ce qui doit figurer sur un bulletin de paye, mais sachez qu'il y a aussi des mentions qui y sont interdites.
Votre employeur n'a pas le droit d'indiquer vos fonctions de représentant du personnel, mais la nature et le montant de la rémunération de cette activité doivent figurer sur un document annexe. Autre mention interdite, l'exercice du droit de grève. Depuis 2017, la dématérialisation de la fiche de paye est devenue la norme. Terminez le papier et bonjour les fichiers PDF, sauf si le salarié s'y oppose, dans quel cas l'employeur doit fournir le document papier et croyez-moi, en cas de déménagement, vous serez heureux de l'invention du PDF. En tout cas, pensez à bien garder ces documents, qu'il s'agisse de la version papier ou numérique. Dédicace aux parents, et oui, ils ont raison quand ils disent de tout ranger dans une pochette. Et si vous perdez vos bulletins de salaire, pas d'inquiétude. Votre employeur doit conserver un double du document pendant non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 5 ans. En revanche, la moins bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas dans l'obligation de vous le transmettre. Bon, tout ça c'est quand il vous a transmis le document, mais il arrive parfois que l'employeur ne transmette pas le bulletin de paye et ça, c'est interdit. Bien sûr, vous pouvez lui réclamer, mais si votre demande n'aboutit pas, vous pouvez soit lui offrir les ressources humaines pour les nuls, soit saisir le conseil de prud'homme qui gère les conflits entre employeurs et salariés. Il peut alors être condamné à 450 € d'amende par bulletin non remis et à verser des dommages et intérêts aux salariés. En général, il préfère remettre la fiche de paye et s'éviter la case justice, et comme dirait Daft Punk, do it faster makes us stronger. Pour aller plus loin, vous pouvez écouter la série de 4 podcasts sur la thématique du bulletin de paye numérique, réalisé par Digipost en partenariat avec l'Association nationale des DRH. Et comme d'habitude, on vous met toutes les règles dans la description de la vidéo, et on se retrouve très vite pour de nouveaux tips and tricks.